que la façon dont j'aborde l'identité, c'est des identités collectives, donc c'est des identités construites à partir de mobilisations, soit le nationalisme, soit les mobilisations ni putes ni soumises, ou les indigènes de la République, ou d'autres, des mobilisations sociales, c'est-à-dire des individus qui sentent appartenir à un groupe et qui le disent, c'est-à-dire qu'on a les deux, on a le sentiment d'appartenance et l'affirmation explicite d'appartenance à un groupe, alors autour de symboles, de rituels ou quoi que ce soit. Hein. Bon, pour l'aliénation, ça peut être le drapeau, la langue, des habitudes alimentaires, bien. Pour des groupes politiques, ben, sur les positionnements idéologiques. Donc ce sont des identités sociales, mais au sens groupes sociaux, ou identités ou des territoires identifiés. Donc si vous voulez, habitus, là c'est autre chose, je dirais, puisque les individus n'ont pas conscience, dans la plupart des cas, d'avoir un habitus spécifique, puisque l'habitus est un concept sociologique qui nous permet, nous, sociologues, dans la tradition à laquelle je m'inscris, de repérer des différences sociales, des inégalités sociales. Sociologie de la domination, moi je suis quand même très intéressée par les inégalités, des façons d'être, des façons de faire différentes, qui sont dans notre approche, le produit de contextes, de conditions d'existence particulières. Les milieux populaires, bon c'est très vaste, après moi je dis, moi je suis un peu l'infiniment petit, donc allez voir de façon assez fine comment ça se passe dans tel et tel milieu social. Donc l'habitus, voilà, on ne va pas brandir, pour dire les choses un peu simplement, on ne va pas brandir un drapeau autour, ouais moi j'ai un habitus d'ouvrier et je suis prêt à mourir pour mon habitus. En revanche, les gens, ben, Bourdieu disait ça au cours d'une conférence, j'étais étudiante, ça m'a toujours marqué, il avait dit pourquoi il y a des gens qui meurent pour la patrie. Moi, c'était au moment où je m'intéressais au nationalisme. Bon, mon histoire personnelle est marquée par les questions du nationalisme, de différents nationalismes. Et je me suis dit, ouais, pourquoi? Comment on arrive à ce don de soi extrême tout de même, qui est de mourir pour la patrie, ça peut être pour une cause, ou d'abandonner sa famille, ou tout un tas de choses. L'habitus, c'est pas du tout du même registre. L'habitus, c'est un outil intellectuel qui existe dans le social, mais il n'y a pas de conscience d'un habitus, même si les sociologues, bon, eux, ils ont un habitus, on a un habitus particulier, et des fois, on vont dire, moi, j'ai un habitus, et les étudiants font beaucoup ça, ils se trouvent des habitus, bon. Et en plus, la façon dont j'aborde l'habitus, c'est habitus de classe. Donc, vous voyez, c'est vraiment très orthodoxe. C'est conditions d'existence socio-économiques spécifiques qui produisent un rapport au monde, pour aller vite, spécifique, mais qui peut se transformer au cours des trajectoires. Après, je ne sais pas jusqu'où il se transforme. C'est plus mon domaine. J'ai des idées là-dessus, mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Dans la société des individus, Norbert Elias parle de l'habitus national. Moi, j'ai mobilisé ça dans ma thèse avec beaucoup de précautions. Enfin, bon, je n'étais pas très sûre de moi. Alors, il est vrai que dans certaines constructions identitaires, notamment bon, c'est là-dessus que j'ai bossé, hein, les identités nationales, on a non seulement la revendication et l'affirmation, parce que c'est, enfin, identité nationale versus, liée au nationalisme. Hein. C'est pas identité nationale comme ça, je sais pas quoi, hein, c'est affirmation, revendication, bien. Donc évidemment, ça s'articule avec des pratiques sociales et des représentations de soi et des images de soi. Mais c'est pas de l'habitus, c'est des images de soi dans la façon dont j'aborde les choses. C'est-à-dire, je peux me dire, alors je dis c'est générique, hein, parce que ça, j'ai pas de moi. Sur les questions d'appartenance, c'est très particulier pour moi. Mais se dire français, se dire catalan, se dire espagnol, ou se dire de gauche, de droite, par exemple, si on parle des identités politiques, bien entendu que c'est articulé à des habitus spécifiques. Je travaille sur les socialisations et les trajectoires. Bien sûr que mon idée, c'est de voir comment on en arrive là, si vous voulez, en disant les choses simplement. Comment on arrive à mourir pour la patrie ou à tuer pour la patrie. Ça, c'est aussi quelque chose qui, au cours de ma thèse, j'étais bien plus jeune qu'aujourd'hui, donc j'étais quand même... à l'époque, j'avais fait des interviews avec des groupes qui étaient... à l'époque, il y avait des groupes armés. Bon, au Catalogne. Oui, non, mais je viens de réaliser le contexte. Donc voilà, la légitimation de ça m'a posé des questions à moi en tant que personne, mais ça m'a aussi posé des questions sociologiques. C'est-à-dire quelles sont les trajectoires
et quelle est l'image de soi, l'image d'autrui et le rapport au monde qui fait qu'il y a des individus qui sont comme ça, voilà, sans aucun jugement de valeur en tant que sociologue dans tous les cas. Voilà. Ce qui se passe, à mon sens, c'est que dans certains contextes socio-historiques spécifiques, donc il faut voir ensuite au cas par cas, votre exemple est tout à fait bon, hein, nationalisme peut aussi l'être, certaines propriétés sociales des individus qui participent de la construction d'un habitus, certes, vont devenir l'objet soit de revendications, soit de stigmatisation par des groupes qui n'ont pas ces propriétés sociales-là ou qui ne reconnaissent pas les avoir. Donc ce qui sont des propriétés, les féminismes c'est aussi ça, c'est-à-dire une propriété sociale à l'état pratique peut devenir un outil de mobilisation politique au sens large. Bien entendu, c'est comme ça que les mobilisations politiques se font autour d'identités collectives, sociales, politiques. Le féminisme, c'est-à-dire en quoi le fait d'être une femme est un ressort de mobilisation politique dans les mouvements féministes. C'est bien parce qu'on a des catégories sociales qui fonctionnent dans le social depuis des siècles, et dans des contextes socio-historiques particuliers, cette propriété sociale-là, parce qu'elle crée quand même des... elle est nommée tout de même, hein, elle est instituée dans le monde social. T'es un garçon, je suis une fille, t'es noire, t'es blanche, etc. Ça fonctionne dans le social, mais de ce fonctionnement complètement pratique, voilà, c'est la question du contexte, hein, le contexte socio-historique, socio-politique va faire que c'est saisi. À l'heure actuelle en France, les catégories raciales, moi je travaille sur le mouvement des indigènes de la République, sont des ressorts de mobilisation politique. C'est assez nouveau quand même en France, même s'il y a déjà eu des mobilisations autour d'appartenances dites ethniques qui renvoient à des propriétés sociales qui elles-mêmes renvoient à la construction d'habitus spécifiques que le sociologue va repérer. Vous savez, moi sur ces questions identitaires, je vais essayer de reconstruire la chaîne, mais pas au niveau pas au niveau individuel, je ne m'intéresse pas à un individu, sauf cas particulier, un leader. Évidemment, quand on travaille sur des groupes politiques, le leader, le fondateur du mouvement, on va quand même s'intéresser un petit peu à sa biographie, quoi. Bon, pour l'instant, tout va bien. Oui, donc le congrès de la ISLF, j'ai fait une présentation mercredi sur qui s'intitulait « La sexuation de la vis comica dans les arts du clown ». En gros, ma question, c'était une question tout à fait triviale, pourquoi les femmes font moins rire que les hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de femmes clowns, il y a beaucoup d'hommes clowns, donc j'ai fait une intervention là-dessus. Et toujours socialisation, etc. Et demain, j'interviens sur le mouvement des indigènes de la République et Ni pute ni soumise. Alors, juste un petit mot, voilà, que les gens qui travaillent dans ces domaines-là connaissent. C'est-à-dire que la rivalité entre ces deux mouvements, la rivalité politique, idéologique entre les deux mouvements, puisque elle s'est construite en particulier autour de ce qu'on appelait en France l'affaire du foulard, puisqu'il y a un des mouvements qui était pro-loi et un autre contre la loi. Eh bien, ça a un écho fort dans le monde intellectuel et dans les études de genre, puisqu'il y a eu pas mal de positionnements chez les chercheuses elles-mêmes sur ces questions-là. Donc voilà, c'est une intervention qui aura lieu vendredi soir avec les collègues. On sait que là, ce type d'intervention, autant les clowns, voilà, autant ce type d'intervention soulève souvent des discussions passionnantes et parfois passionnées aussi. Donc voilà, on s'y attend.